Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'une pièce de théâtre qui s'intitule Huis clos. Il s'agit d'une pièce de Jean-Paul Sartre qui a été écrite en 1943 et a été jouée la première fois en 1944. Un garçon mène Garcin dans un salon style Second Empire, ce qui se révélera être l'enfer. Garcin est étonné de trouver cet endroit pas du tout comme il se l'attendait. L'endroit est accueillant et il n'y a pas d'instrument de torture. Le garçon lui dit qu'il n'aura pas de brosse à dents, il ne pourra plus dormir, plus fermer les paupières et il ne pourra plus éteindre la lumière. Le garçon s'en va. Garcin essaie d'actionner la sonnette qu'il y a dans la pièce, mais elle ne fonctionne pas. Il essaie d'ouvrir la porte, mais il n'y arrive pas. Il frappe alors à la porte et appelle le garçon. Le garçon revient dans la pièce avec une femme qui s'appelle Inès. Quand le garçon demande à Garcin s'il a appelé, Garcin répond que non. Le garçon repart. Inès prend Garcin pour le bourreau car elle voit dans son visage la peur. Garcin dément avoir peur et dément être le bourreau. Le garçon revient avec une autre femme qui s'appelle Estelle. Il s'agit de la dernière personne à venir. Le garçon repart. Les trois personnages parlent. Estelle vivait à Paris, elle est morte hier d'une pneumonie. Il s'agissait d'une femme riche qui n'avait pas besoin de travailler pour vivre. Garcin vivait à Rio et était journaliste. Il est mort il y a un mois de 12 balles. Inès, une employée des postes, est morte il y a une semaine suite à une fuite de gaz. Garcin et Estelle voient leur enterrement ou la réaction de leurs proches face à leur mort. Personne ne leur a dit pourquoi ils sont tous les trois ensemble. Ils se posent des questions. Estelle dit ne pas comprendre pourquoi elle est là. Elle pense que c'est une erreur. Garcin dit avoir sauvé une femme de la noyade et écrit un journal pacifiste et que c'est pour cette dernière raison qu'on l'aurait fusillé. Inès comprend qu'ils mentent. S'ils sont là, c'est parce qu'ils ont commis une faute qu'ils ne veulent pas dire. La première, elle se rend compte que l'enfer consiste à vivre tous les trois ensemble pour toujours. Estelle demande une glace à Garcin car elle veut se maquiller. Garcin ne lui répond pas. Inès propose d'être son miroir. Estelle n'a pas confiance en cette femme et a l'habitude de juger son maquillage par elle-même. Estelle veut que Garcin la regarde. La première crise apparaît. Tout d'abord, Garcin veut que les deux femmes se taisent, déjà pour les oublier et pour pouvoir voir ce qui se passe à son journal. Estelle veut que Garcin la regarde, mais elle n'a que le regard d'Inès, ce qui ne lui plaît pas. Inès, elle, est incapable de se taire. Garcin décide de dire ce qu'il a réellement fait. Il avoue avoir torturé sa femme en revenant tard à la maison enivré et en couchant avec d'autres femmes, parfois sous les yeux même de sa propre femme. Il voit sa femme qui tient son veston troué par les balles. Garcin veut voir Gomez, mais il ne voit que sa femme. Inès dit que sur terre elle était déjà damnée. Elle s'est immiscée dans le couple formé par son cousin et par sa femme Florence dans le but de lui ravir Florence. Elle a réussi et son cousin est mort écrasé par un tram. Florence, se sentant coupable de la mort de son mari, a allumé le gaz, ce qui les a tuées toutes les deux. Inès a une vision. Elle voit que l'on cherche à louer la chambre qu'elle et Florence avaient prise. Elle dit avoir besoin de voir de la souffrance chez les autres pour pouvoir vivre. Quand Garcin interroge Estelle, elle dément être coupable de quelque chose et elle veut s'enfuir. Inès et Garcin comprennent qu'elle a un lien avec l'homme qu'elle avait peur de rencontrer quand elle est entrée dans la pièce et qui avait le visage troué car il s'est tiré dessus. Elle finit par avouer qu'elle avait un amant et qu'avec cet homme, elle a eu un enfant qu'elle ne voulait pas. Elle avoue avoir noyé l'enfant que son amant voulait pourtant garder. Par tristesse, son amant a fini par se suicider. Garcin propose à Inès de s'entraider. Pour lui, Estelle n'est là que comme un piège pour Inès. Inès a une vision. Sa chambre est louée et un couple fait l'amour dans leur ancienne chambre. Elle se sent morte. Garcin lui redit de ne plus s'intéresser à Estelle car c'est le piège tendu pour elle.
Cependant, Inès veut continuer à s'intéresser à Estelle et elle recommande à Garcin de s'occuper de ses affaires car la pièce contient elle aussi des pièges pour lui. Estelle demande de l'aide à Garcin car elle voit sa meilleure amie en train de draguer son amant, ce qu'elle ne supporte pas. Garcin ne la console pas et il la renvoie auprès d'Inès. C'est Inès qui s'en occupe, bien qu'Estelle veut être consolée par Garcin. Estelle finit par cracher à la figure de l'autre femme. Inès le reproche à Garcin car si elle n'arrive pas à s'approprier Estelle, c'est parce que Garcin est là. Sachant qu'Estelle le désire, Garcin se tourne finalement vers Estelle. Il dit qu'il la désire, mais qu'il n'a pas d'amour pour elle. Elle dit qu'elle s'en contentera. Cela dérange Inès de voir Estelle se rapprocher de Garcin. Elle exprime ce désaccord par des paroles et en les regardant. Garcin tente d'embrasser Estelle, mais il a une vision. Cela fait 6 mois qu'il est mort. Garcin se rapproche d'Estelle. Il veut qu'elle lui donne sa confiance. Ce qu'il veut réellement, c'est qu'Estelle lui donne des raisons qui expliqueraient qu'il n'est pas un lâche à cause de sa désertion. C'est une idée qui pour lui est insoutenable. Il a des visions dans lesquelles des gens le traitent de lâche et il cherche des arguments auprès des autres car il ne supporte pas que l'on garde de lui cette image de lâche et maintenant qu'il est mort, il ne peut plus rien faire pour modifier sa vie. Estelle lui sert des arguments, mais elle n'est pas réellement convaincue. Elle lui dit ce qu'il a envie d'entendre juste parce qu'elle a besoin de l'affection des hommes. Estelle finit tout de même par lui avouer qu'elle ne peut pas aimer un lâche. Inès révèle à Garcin qu'Estelle ne lui a fourni des arguments d'héros que parce qu'elle a besoin des hommes pour vivre. Garcin en prend alors compte et est d'écouter d'Estelle. Pris de dégoût pour ces deux femmes, Garcin veut partir. Il sonne, mais la sonnette ne marche pas. Il tambourine alors à la porte. Quand il dit qu'il préférerait être torturé physiquement, la porte s'ouvre. Cependant, aucun des trois ne veut s'enfuir. Bien qu'ils représentent l'enfer l'un pour les autres, ils sont tout de même inséparables. Estelle propose à Garcin de mettre Inès dehors, ce que Garcin refuse de faire. Il pense en effet qu'Inès est capable de le comprendre car elle sait ce que c'est que d'être lâche car elle-même l'est aussi. Si elle le voit comme un héros, alors il pense être sauvé. Cependant, Inès ne peut le voir que comme un lâche. Estelle lui propose de se venger d'Inès en se rapprochant d'elle-même. Ceci met en colère Inès. Au moment où elle demande de l'embrasser, Garcin ne peut pas car Inès le traite de lâche. Elle se sert du seul point de vulnérabilité qu'elle a trouvé. Estelle essaie de tuer Inès, mais elle n'y arrive pas car elle est déjà morte. Ils se mettent tous les trois à rire car ils constatent qu'ils n'ont vraiment aucun moyen d'échapper à cet enfer qui durera toujours. L'enfer pour Inès est de revoir la scène de sa vie qui se reproduit sous ses yeux, mais sans toutefois achever son action, c'est-à-dire avoir ce qu'elle veut. Elle désire s'accaparer Estelle, mais elle n'y arrive jamais. Dès qu'elle y arrive presque, Estelle tente de se rapprocher de Garcin. L'enfer d'Estelle est de voir un homme qui ne s'intéresse pas à elle, soit à cause de ses visions, soit par les actes ou les dires d'Inès qui bloquent Garcin. À chaque fois qu'elle arrive presque à son but, Garcin lui échappe. L'enfer de Garcin se situe dans l'image de lâche dont il veut à tout prix se débarrasser. Son enfer se situe également dans le fait de ne pas pouvoir se rapprocher d'Esther qui l'intéresse seulement parce qu'elle peut lui enlever cette image de lâche et aussi parce qu'elle est belle, notamment à cause de ses yeux verts. Il n'est pas amoureux de cette femme. Cet état existe par intermittence avec des phases de dégoût pour les deux femmes. L'enfer a bien fait les choses, comme le pensait Inès. Ne mettre que 2 personnages sur les 3 n'aurait pas eu de sens. Un des personnages, au moins, aurait eu satisfaction. Ici, ils sont destinés à être insatisfaits continuellement. Et rien ne peut enlever ce sentiment d'insatisfaction. Ils ne peuvent pas dormir, il n'y a qu'une pièce, ils ne peuvent pas se cacher, ils ne peuvent pas non plus fermer leurs paupières, ils ne peuvent même pas éteindre la lumière. Ils sont condamnés à avoir toujours le regard de l'autre sur eux.
Ils n'ont même plus le bénéfice de leur vision qui s'arrête quand tout lien avec la Terre a été coupé, car leurs proches sont morts, ou alors ne pensent plus à eux, ou alors parce que ce qui leur a appartenu ne leur appartient plus. C'est le cas du journal qui ferme et également de la chambre louée. Ils détestent le regard des autres porté sur eux, et cependant, de manière paradoxe, ils en ont besoin. Estelle n'arrive pas à tutoyer Inès. Ceci crée une distance à part quand elle a besoin d'elle. À ce moment-là, elle se met à la tutoyer. Elle en a besoin, par exemple, pour se voir, alors qu'elle n'aime pas cette femme. Les trois personnages ont besoin de livrer leur histoire, même si elles ne sont pas glorieuses. C'est dommage car se taire aurait permis à Garcin de ne pas se prendre l'affection d'Inès quant à sa lâcheté qu'il ne supporte pas. Inès et Garcin possèdent des capacités d'analyse. Ainsi, Inès comprend la première le but de cet enfer, et aussi le fait que rien n'a été laissé au hasard. Garcin sera le second à comprendre le sens de cet enfer. Inès et Garcin comprennent la faute d'Estelle sans qu'elle le leur dise. Inès et Garcin sont effectivement de la même race, comme le dit Garcin, dans le sens où ils sont tous les deux des lâches, mais aussi dans le sens où ils comprennent les choses avant Estelle. Inès n'est pas capable de mentir, elle dit toujours ce qu'elle pense. Par exemple, lors du cassage du couple Florence-son cousin, elle montre à Florence les petits riens, qui ne sont pas grand-chose, mais qui, accumulés, suffisent à éloigner Florence de son mari et à elle de se rapprocher de cette femme. Garcin n'est qu'un demi-menteur, car il finit par dire la vérité de lui-même. Il a besoin de se croire lui-même un héros et de le faire croire aussi aux autres. Estelle est la plus accomplie dans le mensonge. Elle est la dernière à dire sa faute et encore c'est parce que les deux autres l'ont comprise aux trois quarts. De même, sur Terre, elle ne dit pas à son amant qu'elle vient de tuer sa fille, c'est son amant qui le comprend en voyant les cercles dans l'eau. Estelle ne dit pas ses buts, ses envies, c'est Inès qui parle pour elle et les révèle à Garcin. Les trois personnages n'ont aucun échappatoire, ils sont enfermés dans une pièce, plus personne ne viendra, la cloche ne fonctionne plus, le meurtre n'est pas possible, on se doute que le suicide n'est pas non plus possible, ils sont condamnés à être comme des chevaux de bois sur les manèges, c'est-à-dire qu'ils sont condamnés à tourner en rond les uns après les autres sans jamais réussir à se rejoindre. Les personnages n'ont rien pour détourner leur attention. Il n'y a pas de livre, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a rien sur quoi ils peuvent poser leur attention. Les mêmes scènes se reproduisent en boucle. Ainsi, Garcin essaie d'embrasser Estelle par deux fois. Inès se sépare par deux fois. On devine que ces actions vont se répéter indéfiniment. Ils ne sont même pas capables de prendre les bonnes décisions lorsque la porte s'ouvre. Ils ne s'enfuient pas. Et ils sont condamnés à vivre le même enfer continuellement. On apprend que l'enfer n'est constitué que de couloirs et d'autres pièces. Il n'y a pas de dehors. On peut alors se demander qu'est-ce que cela aurait apporté si les trois personnages s'étaient aventurés dans le couloir et seraient entrés dans d'autres chambres. À chacune des entrées, les personnages pensent à quelque chose de leur vie. Ainsi, Garcin pense à sa brosse à dents, Inès pense à Florence, Estelle pense qu'elle va rencontrer son amant qui s'est suicidé. Estelle se plaint en première du manque de miroir. Ensuite, Garcin se plaint lui aussi du manque de miroir. Inès, elle, ne s'en plaint jamais. Estelle et Garcin ont besoin de se voir eux-mêmes. Et ce sont les personnes les plus narcissiques. Garcin a besoin de savoir comme un héros. Estelle a besoin des hommes sûrement pour se donner elle aussi de la valeur. Inès, elle, est différente des autres car elle assume le comment elle est et elle ne cherche pas à paraître autrement à ses yeux mais aussi aux yeux des autres. Elle propose plusieurs fois d'être le miroir d'Estelle mais elle ne le demande à personne. Garcin, lui, cherche un miroir dans les yeux verts d'Estelle. Il n'y a pas de bourreau comme il se l'entendait. Les autres sont le bourreau de l'individu. Inès l'avait prévu dès son entrée dans la pièce en prédisant que Garcin serait son bourreau.
Ils n'ont plus personne pour penser à eux sur Terre. Ils n'existent plus que dans les yeux des autres personnages. Ils n'existent même plus eux-mêmes car ils ne peuvent plus se regarder. Leur existence ne tient plus qu'au regard de l'autre. Et c'est pour cela que les personnages veulent toujours être le sujet de préoccupation de l'autre, même si en même temps le regard des autres continuel et souvent plein de reproches les contrarie et qu'ils essaient d'y échapper. Il y a par exemple quand Garcin essaie de se rapprocher d'Estelle et qu'ils essaient de ne plus faire attention à Inès. La suite de l'histoire se voit dès le début. Cela se voit dès le partage des canapés. Estelle n'est pas contente du sien, elle refuse celui proposé par Inès, mais demande celui de Garcin qui ne lui a rien proposé. Le mot lâche revient assez souvent dans le texte. Garcin l'utilise souvent car il ne veut pas en être un. Inès l'utilise car elle a vu que c'était le point faible de Garcin. Elle s'en sert quand Garcin et Inès se rapprochent afin de les séparer. Estelle l'utilise car en disant à Garcin qu'elle se moque qu'il soit un lâche ou non, elle pense pouvoir se rapprocher de Garcin. Finalement, le fait d'être un lâche ou non n'intéresse personne. Ce qui dérange Garcin, ce n'est pas le fait de l'être, mais que les autres pensent qu'il l'est. Inès et Estelle s'en moquent aussi pas mal. Elles se servent de ce mot pour avoir ce qu'elles souhaitent. Ce n'est pas un jugement qu'elles portent, elles se servent de ce mot que comme un outil. Alors voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Je pense qu'à la longue, on doit s'habituer aux meubles. Ça dépend des personnes. Est-ce que toutes les chambres sont pareilles? Pensez-vous, il nous vient des Chinois, des Hindous. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent d'un fauteuil Second Empire? Et moi, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Savez-vous qui j'étais? Bah, ça n'a aucune importance. Après tout, je vivais toujours dans des meubles que je n'aimais pas et des situations fausses. J'adorais ça. Une situation fausse dans une salle à manger Louis-Philippe, ça ne vous dit rien? Vous verrez, dans un salon Second Empire, ça n'est pas mal non plus. Ah, bon. Tout de même, je ne me serais pas attendue. Vous n'êtes pas sans savoir ce qu'on raconte là-bas. Sur quoi? Eh bien, sur tout ça. Comment pouvez-vous croire ces âneries? Des personnes qui n'ont jamais mis les pieds ici, car enfin, si elles y étaient venues. Oui. Où sont les pales? Quoi? Les pales, les grilles, les entonnoirs de cuir. Vous voulez rire? Ah bon? Non, je ne voulais pas rire. Pas de glace, pas de fenêtre naturellement, rien de fragile. Et pourquoi pas-t-on ôter ma brosse à dents? Et voilà la dignité humaine qui vous revient. C'est formidable. Je vous prie de m'épargner vos familiarités. Je n'ignore rien de ma position, mais je ne supporterai pas que vous. Là, excusez-moi. Qu'est-ce que vous voulez? Tous les clients posent la même question. Ils s'amènent? Où sont les pales? À ce moment-là, je vous jure qu'ils ne songent pas à faire leur toilette. Et puis, dès qu'on les a rassurés, voilà la brosse à dents. Mais, pour l'amour de Dieu, est-ce que vous ne pouvez pas réfléchir? Car enfin, je vous le demande, pourquoi vous brosseriez-vous les dents? Oui, en effet, pourquoi? Et pourquoi se regarderait-on dans les glaces, tandis que le bronze, à la bonne heure? J'imagine qu'il y a de certains moments où je regarderai de tous mes yeux, hein. Allons, il n'y a rien à cacher. Je vous dis que je n'ignore rien de ma position. Voulez-vous que je vous raconte comment cela se passe? Le type suffoque, il s'enfonce, il se noie, seul son regard est hors de l'eau. Et qu'est-ce qu'il voit? Un bronze de Barbedienne. Quel cauchemar! Allons, on vous a sans doute défendu de me répondre, je n'insiste pas, mais rappelez-vous qu'on ne me prend pas au dépourvu. Ne venez pas vous vanter de m'avoir surpris. Je regarde la situation en face. Donc, pas de brosse à dents, pas de lit non plus, car on ne dort jamais, bien entendu. Dame, je l'aurais parié. Pourquoi dormirait-on? Le soleil vous prend derrière les oreilles. Vous sentez vos yeux qui se ferment, mais pourquoi dormir? Vous allongez sur le canapé et... Pfiou! Le sommeil s'envole. Il faut se frotter les yeux, se relever, et tout recommence. Que vous êtes romanesque? Taisez-vous. Je ne crierai pas, je ne gémirai pas. Mais je veux regarder la situation en face. Je ne veux pas qu'elle saute sur moi par derrière sans que j'aie pu la reconnaître. Romanesque?
Alors, c'est qu'on n'a même pas besoin de sommeil. Pourquoi dormir si on n'a pas sommeil? Parfait. Attendez, pourquoi est-ce pénible? Pourquoi est-ce forcément pénible? J'y suis. C'est la vie sans coupure. Quelle coupure? Quelle coupure? Regardez-moi, j'en étais sûre. Voilà ce qui explique l'indiscrétion grossière et insoutenable de votre regard. Ma parole, elle sera atrophiée. Mais de quoi parlez-vous? De vos paupières? Nous battions les paupières. Un clin d'œil, ça s'appelait. Un petit éclair noir, un rideau qui tombe et qui se relève. La coupure est faite. L'œil s'humecte, le monde s'anéantit. Vous ne pouvez pas savoir combien c'est rafraîchissant. 4000 repos dans une heure, 4000 petites évasions. Et quand je dis 4000, alors, je vais vivre sans paupières. Ne faites pas l'imbécile. Sans paupières, sans sommeil, c'est tout un. Je ne dormirai plus. Mais comment pourrais-je me supporter? Essayez de comprendre. Faites un effort. Je suis d'un caractère taquin, voyez-vous, et j'ai l'habitude de me taquiner. Mais je ne peux pas me taquiner sans répit. Là-bas, il y avait les nuits. Je dormais. J'avais le sommeil douillet. Par compensation. Je me faisais faire des rêves simples. Il y avait une prairie. Une prairie, c'est tout. Je rêvais que je me promenais dedans. Fait-il jour? Vous voyez bien, les lampes sont allumées. Parbleu, c'est ça votre jour, et dehors? Dehors? Dehors, de l'autre côté de ces murs. Il y a un couloir. Et au bout de ce couloir, il y a d'autres chambres et d'autres couloirs et des escaliers. Et puis, c'est tout. Vous avez bien un jour de sortie, où allez-vous? Chez mon oncle, qui est chef des garçons au 3e étage. J'aurais dû m'en douter. Où est l'interrupteur? Il n'y en a pas. Alors, on ne peut pas éteindre? La direction peut couper le courant, mais je ne me rappelle pas quel est fait à cet étage-ci. Nous avons l'électricité à discrétion. Très bien, alors il faut vivre les yeux ouverts. Vivre? Vous n'allez pas me chicaner pour une question de vocabulaire. Les yeux ouverts, pour toujours. Il fera grand jour dans mes yeux et dans ma tête. Et si je balançais le bronze sur la lampe électrique, est-ce qu'elle s'éteindrait? Il est trop lourd. Vous avez raison, il est trop lourd. Eh bien, si vous n'avez plus besoin de moi, je vais vous laisser. Vous en allez? Au revoir. Attendez, c'est une sonnette, là? Je peux vous sonner quand je veux et vous êtes obligé de venir? Au principe, oui, mais elle est capricieuse, il y a quelque chose de coincé dans le mécanisme. Elle marche. Elle marche, mais vous ne vous emballez pas, ça ne va pas durer. Allons, à votre service. Et? Non, rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous voyez bien, un coupe-papier? Il y a des livres ici? Non. Alors, à quoi sert-il? C'est bon, allez-vous-en.